Notre second débat est consacré à un livre détonnant, c'est l'autobiographie de Gérard Fauré, ex-braqueur mais surtout ancien roi de la cocaïne et dealer du tout Paris. Dans son livre « Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle », beaucoup de révélations, des noms, ce qui est exceptionnel en France, car les protagonistes sont cités. Et surtout, il y a une vision du monde de la nuit, mais pas que de la nuit, un monde enseveli sous des montagnes de cocaïne. Gérard Fauré, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de Dealer du tout Paris. C'est le récit de votre vie hors norme, c'est paru chez Nouveau Monde. C'est un livre incroyable, on va y revenir. Ma première question, Gérard Fauré, est-ce que tout est vrai? Absolument. Absolument. Tout est vrai dans votre livre? Absolument. Et encore, j'en ai laissé. C'est-à-dire que mon éditeur a censuré la moitié de mon livre, sinon il y avait encore beaucoup plus à dire. Mais pourquoi il a censuré? Parce qu'il a trouvé que c'était pas vraiment de la bienséance, parfois, d'autres que c'était pas très légal. Enfin bon, il a eu un peu peur, disons, voilà. Moi, personnellement, j'aurais aimé que tout soit publié, mais bon. On est en France. Alors voilà, ce qui est incroyable pour la France, c'est la pratique qui est assez rare du name dropping. Ça veut dire que vous balancez les noms des politiques, on va y revenir, les noms des stars du showbiz. Pourquoi vous balancez ces noms? Alors, pour commencer, je n'ai balancé que 1/20 de ce que j'aurais pu balancer. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas balancé parce qu'ils se sont très bien conduits avec moi et que ces gens-là peuvent dormir tranquillement, jamais je ne parlerai d'eux. Il y a des politiques, il y a des acteurs, il y a des hommes d'affaires, il y a de tout. Je ne les ai pas balancés. J'ai balancé particulièrement ceux qui m'ont fait du mal. En particulier Johnny Hallyday, Chirac qui est intervenu auprès du procureur de la République pour que je prenne le maximum de la peine, alors que j'étais son fournisseur en cocaïne. Alors, on va y revenir, Gérard Fauré, on reviendra sur tout. Mais avouez que cette manière de balancer ceux qui vous ont balancé, c'est d'ailleurs dit explicitement dans le livre. Hein. Ouais. Chaque fois que vous citez un nom, vous dites « celui-là, je lui en veux, car j'apprends du juge que c'est lui qui m'a balancé ». Absolument. Ça, pour le lecteur, ça paraît un peu une vengeance. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, moi. Non, mais moi, j'ai pensé... C'est une vengeance, oui, mais se venge. C'est une vengeance, effectivement, bien sûr. Sinon quoi? Bien sûr que c'est une vengeance. Et j'en ai eu un grand plaisir de pouvoir, au bout de 30 ans et quelques, de pouvoir enfin me vider. Parce que tout ça, je le porte en moi depuis 86. Et ça me revient très souvent. Des fois, j'ai des cauchemars, des fois... Ça me revient très souvent de savoir que ces gens-là m'ont fait du mal. S'agissant de Johnny Hallyday, en fait, c'est pas... Je lui rends service. Je fais savoir au public, bien sûr, je fais savoir au public que Johnny était racketté. Et c'est un peu pour ça qu'il ne pouvait pas payer ses impôts et qu'il avait des problèmes d'argent, parce qu'il a gagné des centaines de millions d'euros. Là, aujourd'hui, on trouve qu'il a 11 millions de dettes encore, parce que la moitié de son argent partait vers la pègre française. Alors on va y revenir, mais j'ai une question à l'avocat Philippe-Henri Honegger. Vous êtes avocat pénaliste, vous connaissez bien ces affaires de droit de la presse aussi, de droit des livres, de la littérature. C'est très inhabituel en France de voir un livre où extrêmement clairement on cite des noms comme ça. En France, la règle, elle est simple. Si on dit quelque chose qui est diffamant, on peut être poursuivi pour diffamation et ensuite on va devoir prouver qu'on est de bonne foi. Donc parfois, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça que, comme il le dit, hein, les éditeurs, ils peuvent être frileux ou on diffuse rarement des choses en disant attention, si vous ne pouvez pas le démontrer derrière, on va avoir des problèmes. Mais en même temps, c'est pas interdit de dire la vérité. Et en particulier, si on a des comptes à régler, bah, tant mieux si les choses, elles sont dites. Et puis après, si les gens veulent aller devant les tribunaux, bah, ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais je crois que si on est mis en cause dans un livre comme celui-là, et que c'est malheureusement vrai ce qu'on dit sur vous, on n'a pas forcément intérêt à venir 30 ans après, saisir une juridiction, rendre médiatique des faits qui aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, sont prescrits. On est 30 ans après, il n'y a plus personne qui sera poursuivi pour ce qui s'est passé dans ce livre. Alors Gérard Fauré, on va reprendre votre vie de manière chronologique. Vous venez du Maroc et votre vie de trafiquant, de gangster, de bandit, elle commence au Maroc. Absolument, mais très jeune. Très jeune. Très jeune, ouais. J'étais un petit gangster déjà à l'âge de 5 ans. Enfin, j'avais... Et ça me vient de... Je dirais plutôt de ma mère, parce que mon père était médecin, officier dans l'armée française. Il était vraiment honnête à 100%. Mais ma mère, par contre, c'était autre chose. Mon père l'a rencontré dans le Sahara, lors d'une campagne de vaccination. Et ma mère faisait partie de la tribu des Aïd Baha, berbères.
c'est-à-dire les pirates du désert. Et ces gens-là étaient sans foi ni loi, c'était des gens qui étaient sans scrupules. Et donc, à ma naissance, mon père a vu que j'étais déjà un petit bandit et il a dit à ma mère, celui-là, il va finir en prison. Ah, il ne s'est pas trompé. Mais ma mère, elle rigolait, ça la faisait rire. Et chaque fois que je faisais des bêtises, au lieu de me frapper, si, j'ai reçu pas mal de coups de cravache, mais ma mère se réjouissait parce qu'elle disait, ah, celui-là, c'est le mien. Comparé à mes deux frères qui étaient vraiment des petits, voilà, comment dirais-je, des inutiles. Ils savaient que manger, jouer, tout ça. Alors que moi, j'étais très vivant et j'ai fait que des conneries, quoi. Et vous commencez, si je puis dire, votre carrière donc au Maroc, vous voyagez beaucoup en Espagne, Oui. et puis vous montez en grade en quelque sorte, c'est ça, hein, vous créez des réseaux, y compris avec l'Amérique du Sud, Ah oui. vous rencontrez des gens très dangereux, vous avez peur parfois, c'est décrit dans le livre, Oui, mais vous ne renoncez jamais. Ah non, je renonce jamais. Non, 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 je suis pugnace. Ça, je tiens ça aussi de ma mère, c'est-à-dire qu'on est des fortes têtes, on est des têtes brûlées. Non, non, renoncer, non, jamais. Jusqu'à la mort. Bon, je m'en suis bien sorti parce que quand même, quelque part, je suis assez diplomate, je sais parler, surtout en anglais, espagnol, tout ça. Donc, et puis, je suis correct, très important, et je n'ai jamais balancé qui que ce soit. Sauf aujourd'hui. Bah, moi, j'appelle pas ça de la balance, j'appelle ça de l'information. D'accord. Informer les Français, leur faire savoir ce que font leurs présidents et leurs politiques, d'accord? Et ce qui est arrivé à Johnny Hallyday, et peut-être à une certaine princesse que tout le monde connaît. Alors, on va y qui m'a revenir. Mais balancé. voilà, on va dérouler le fil de votre vie. On reste d'abord au Maroc parce qu'on apprend dans votre livre que le Maroc, c'est un pays ultra violent où il se passe des choses incroyables, notamment en matière de trafic de drogue. Et vous n'épargnez pas la police, l'armée marocaine, vous n'épargnez pas non plus le roi Hassan II. Normal. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des passages qui sont Le particulièrement... roi Hassan II a fini par empoisonner mon père, c'est ce que vous dites dans le livre. avec la complicité de ma mère, mais il l'a obligé, sinon il rasait toute la famille de ma mère à Agadir. Et donc ma mère a été obligée de participer à l'empoisonnement de mon père. Ça, je le dis dans un autre bouquin. Et C'est dit dans celui-là aussi. Hein. c'est dit dans celui-là aussi. Absolument. Et la violence, évidemment, au Maroc, à l'époque, aujourd'hui, un peu moins. Les Marocains sont très civilisés aujourd'hui et franchement, c'est la grande classe. Je trouve que c'est un peuple formidable, les Marocains, très pacifique aujourd'hui. Mais il y a eu une époque où les Marocains étaient très méchants et très dangereux. Il fallait s'en méfier partout. Philippe-Henri Honegger, je sais que vous avez lu le livre, on en a parlé ensemble. C'est une description du monde, je dirais pas apocalyptique, mais qui présente le monde comme ravagé par le trafic de drogue, gangréné par la drogue et la cocaïne notamment. Ce qui est passionnant, c'est qu'on a surtout un témoin d'une histoire assez longue de la France, de ce point de vue qu'on n'a pas d'habitude, c'est-à-dire ceux des trafiquants, des grands trafiquants, ceux qui sont parfois au contact des politiques ou des personnes influentes. Et ce qui est révélé et qui, moi, m'a vraiment intéressé dans le livre, c'est justement ces liens-là qu'on a, parfois au-delà simplement juste de la question de la drogue, on a toute une partie sur l'OAS, sur le SAC, qui révèle quand même comment la criminalité au sens large a pu être liée à un moment donné aux politiques ou au pouvoir de l'argent, et c'est, je trouve, à la fois passionnant et quelque part rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui vient le dire, quoi. Ah, c'est inquiétant quand même. C'est C'est rafraîchissant, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Et c'est vrai que c'est la première fois, hein, vous avez raison, où explicitement on fait le lien entre la politique et la drogue. Il y avait eu show business, drogue, il y a eu, mais politique et drogue, c'est vrai que dans le livre, il y a de multiples révélations, notamment autour de Charles Pasqua, omniprésent dans le livre. Alors Charles Pasqua, donc ancien ministre de l'Intérieur, il ne touche pas à la cocaïne selon vous, mais l'argent l'intéresse pour défendre la sécurité de l'État, notamment, et pour financer le SAC, le service d'action civique, y compris en se débarrassant des ennemis, qu'il juge les ennemis de la France, et il s'acoquine avec des dealers de criminels. Je vais vous écouter, mais je voudrais vous lire juste un petit passage du livre, c'est page 178, vous parlez de Charles Pasqua. Sa recette consistait à susciter des mouvements, entre guillemets, patriotiques, en vérité violents, à l'instar du SAC, constitués de voyous peu recommandables, issus pour la plupart du milieu pied noir et de Français rapatriés du Maroc. Comment les rémunérer? Tout simplement avec de l'argent provenant de gros braquages de banques et de bijouterie que ces derniers commettaient en toute impunité. Avec Pasqua, tout était possible, du moins pour les membres du SAC. J'étais bien placé pour le savoir puisque j'avais travaillé moi-même pour ce service pendant quelque temps et un peu malgré moi.
le sac était omnipotent. Charles Pasqua avait tous les pouvoirs. On peut dire ça, oui, bien sûr. Il avait tous les pouvoirs, et pas seulement en France. Puisque Charles Pasqua avait un service de renseignement aux Pays-Bas. D'ailleurs, avec une femme, une très jolie femme, qui s'arrangeait pour avoir des renseignements, je ne sais pas trop lesquels, mais bon, Charles Pasqua, une fois, a donné un plan d'une banque pour faire un casse à Amsterdam. Et ce casse, alors, comme... Mais ça, Gérard Fauré, vous en êtes sûr? Ah, mais je l'ai vécu. Mais quand vous parlez d'impunité, c'est une impunité relative, parce qu'il y a quand même des coups qui ont raté, comme le casse de Nice. D'accord? Et un coup en Espagne, une grande bijouterie madrilène. Et puis le casse d'Amsterdam. J'en suis sûr, puisque la police m'a accueilli à la sortie. La police hollandaise et la police française. Ce qui veut dire quelque part que Pasqua était puissant, mais quand même, quelque part, il y avait quelques failles, hein, où l'impunité n'était pas à 100%. Philippe Aurienegger. Non, mais ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on voit que ça a pu se passer à cette époque-là, et ça vient forcément entrer en résonance avec des affaires plus récentes, en particulier les affaires qui sont liées à l'Octrif, qu'on a eu avec cette énorme prise de drogue qu'il y a eu récemment, au cours de laquelle on a appris que les services de police, les plus gros services de France, ils laissaient passer des coups, alors là c'est en matière de trafic de stupéfiants, pour en faire d'autres derrière. Donc on a des pratiques qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, mais qui en réalité sont toujours les mêmes aujourd'hui. Alors Gérard Fauré, je le vois acquiescer parce que vous décrivez aussi des policiers qui, entre guillemets, lors de perquisitions, se servent. Oui, et puis j'en ai fait condamner un, monsieur Pomarez, c'est son nom, et il a été, entre parenthèses, déjà il avait pas fait entrer dans le dossier une limousine Mercedes qui valait très cher. Il s'est arrangé avec un de mes lieutenants, parce qu'elle était au nom de ce lieutenant, pour que la voiture n'entre pas dans le dossier, pour qu'il n'en parle pas et tout. Mais moi j'ai fini par le contrer, lorsque mon lieutenant a dit à mon juge d'instruction qu'il avait fait beaucoup de voyages entre la Hollande et la France avec de la drogue, pour moi, et en voiture de location. Alors, quand ma juge m'a dit ça, je lui ai dit non madame, c'était pas en voiture de location, c'était dans une limousine Mercedes. Elle m'a dit ah bon, je ne l'ai pas vu dans le dossier. J'ai dit écoutez, parce que le policier Pomared l'a acheté soi-disant 50 000 francs, voilà, derrière le dos de tout le monde. Et ce policier-là, bien sûr, a eu affaire au bœuf carotte, c'est-à-dire la police des polices. Police des polices. Et bon, il a eu des problèmes. Et après, j'ai appris. Alors, est-ce que c'est 100% sûr? J'ai appris qu'il avait pris 4 ans de prison parce qu'on avait découvert qu'il avait 3 femmes, 3 prostituées à la rue Saint-Denis. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas vérifié, mais c'est presque de sources. Alors Gérard Fauré, il y a aussi dans ce livre les personnalités des grands bandits, on les connaît, Francis le Belge, Zampa, qui sont là, que vous côtoyez, que vous rencontrez et vous vous associez tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Oui. Avec les deux, mais bon... mais pas en même temps. Non, pas en même temps. Mais pas en même temps, c'est ce que je disais. Oui. Si l'un avait su que j'étais avec l'autre, bon, si, Francis le Belge savait que j'étais avec Zampa. Par contre, Zampa ne savait pas que j'avais des relations avec Francis le Belge. Ça aurait pu me coûter cher, bien sûr. Mais bon, voilà, c'était comme ça que ça se passait. Mais en vérité, c'était surtout avec Zampa. Parce qu'avec Zampa, j'étais associé sur l'Allemagne, la Belgique, la Hollande. On a fait de grandes choses, au point que la police nous suivait, nous ont tous pris en photo avec des cadavres et tout, et j'étais là. Et j'ai eu un deal avec le grand chef de la police hollandaise qui m'a demandé, parce qu'il est amoureux d'une fille, et il voulait faire supprimer le mec qui était avec cette fille, qui était très belle. Mais vous dealez avec tout le monde. Vous dealez de la drogue, mais vous dealez avec tout le monde. C'est-à-dire que vous trouvez à chaque fois un accord avec tel ou tel, parce que vous avez un dossier ou des photos. C'est ça qui est fou. On me propose, mais le grand chef de la police, lui, il se trouve que cette fille dont il était amoureux, elle habitait chez moi. Et il se trouve que moi, j'étais pas trop content de voir débarquer le grand chef de la police chez moi, prendre le café avec cette jeune fille. Donc je l'ai dit à son ami, qui travaillait pour nous. Il s'appelait Nice Post. Il travaillait pour nous, un mec de 2 mètres de haut et 2 mètres de large, qui était un infiltré. Donc, ce policier-là, se trouvant impuissant devant cet autre policier qui l'aurait assommé d'un coup de poing, il m'a demandé à moi, il m'a fait arrêter, il m'a dit, voilà, de toute façon, voilà, on a des dossiers, vous allez tous tomber. Maintenant, j'ai une proposition à te faire.
Tu appelles Zampa, là, tout de suite, tu l'appelles, voilà son numéro, il savait tout. Hein. Zampa, il était classé là-bas. Il allait terminer avec ses affaires sur le dos. Il y avait une quinzaine de morts. Hein, qu'on avait mis sur le dos de Zampa, parce que c'était ces hommes qui étaient là. Et il me dit, voilà, tu appelles Zampa, tu lui dis que Neispos est un infiltré, d'accord, qui lui règle son compte. Et après, ben moi, je t'arrange l'affaire, parce que de toute façon, il vaut mieux que tu disparaisses, parce qu'il va y avoir des morts, il va y avoir beaucoup de problèmes. Je t'envoie en prison. Je te fais une petite affaire, je t'envoie en prison, j'ai signé, voilà. J'ai appelé Zampa, il m'a dit, d'accord, on va lui régler son compte. Ils lui ont réglé son compte. Et moi, je suis allé en prison, 2 ans de prison, j'ai fait 16 mois, je suis sorti, voilà. Alors Gérard Fauré, puisqu'on parlait de Zampa, de Francis le Belge, selon vous, c'est ces grands bandits qui tenaient sur leur cou, vous avez un peu évoqué le sujet, quelqu'un comme Johnny Hallyday. C'est Zampa, mais Francis le Belge était contre. Francis le Belge voulait sortir Johnny de cette histoire. Mais ça, vous en êtes sûr? Ah mais 1 milliard %, à moins que Zampa m'ait menti. Parce qu'il m'a raconté pas mal d'histoires sur de grands acteurs dont je ne citerai pas le nom. Et bon, est-ce qu'il mentait? Je pense pas que Zampa mentait, il n'avait pas besoin de mentir. Il était, voilà, on le connaissait, on savait qui il était, il n'avait pas besoin d'en rajouter. Donc, Zampa m'a parlé bien sûr de ça, il a confirmé, il m'a dit, ouais, moi je me suis mal entendu avec le Belge à cause... Au départ, il me dit à cause d'un mec que je raquette, et lui, il était contre parce qu'il était Johnny. Ah bah après, je lui dis, mais c'est qui? Il me dit, c'est un grand chanteur. Finalement, on arrive à Johnny. Il me dit, le Belge, le Belge me l'a confirmé, il aimait Johnny, c'était un Belge comme lui, il aimait sa musique, et il a dit à Zampa, écoute, lui, tu le laisses tranquille. Zampa lui dit, hey, tu ne t'immisces pas dans mes affaires, ok, c'est bon. Johnny, je le garde, je le garde. Et puis après la mort de Zampa, il y en a d'autres qui ont pris la relève. Je ne sais pas qui. Philippe-Henri Honegger, vous pensez que c'est crédible le fait que Johnny, pendant un moment, ait été racketté par les grands barons de la pègre? Est-ce que c'est crédible? Tout est crédible. Moi, j'y étais pas. Je vais pas vérifier. De toute façon, il y aura. C'est jamais choquant d'enquête. pour l'opinion. C'est choquant. C'est Johnny. Voilà, Oui, ça choque. en tous les cas, c'est pas invraisemblable. Vous voyez, des personnalités liées à la pègre, il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis. On les connaît. C'est pas quelque chose d'absolument invraisemblable. Et on sait que dans cette obscurité qui est celle du grand banditisme, il y a des choses qui se passent dont on parle pas et qui un jour sortent ou ressortent pas. Enfin, ça me choque pas, vous voyez. Ce qui est fou, Gérard Fauré, c'est qu'avec la drogue, on tient des gens, vous ou d'autres. C'est ça. Certainement, bien sûr. Mais même dans le milieu politique, oui. Bien sûr, on tient beaucoup de gens. La cocaïne, C'est un produit diabolique. Diabolique. Celui qui en prend, il peut s'attendre à avoir de graves problèmes, comme ne pas en avoir. Tout dépend de son comportement. Mais c'est vrai que avec la cocaïne, c'est un sésame ouvre-toi, on entre partout. Moi, j'étais entré vraiment dans des endroits pas possibles, où il y avait des marquis, des barons, et puis de grands acteurs, et puis des politiciens. J'étais partout. On me demandait partout. grâce à la cocaïne. Alors, un autre personnage célèbre, ex-président de la République, auquel vous vous attaquez, c'est Jacques Chirac. Il y a de nombreuses pages sur lui. Je voulais un tout petit extrait, on parle de Jacques Chirac. Lequel, c'est 2 jeunes filles que vous connaissez, ont rencontré Jacques Chirac, lequel les avait carrément démarchés à plusieurs reprises pour des rapports à la hussarde. Il leur avait fait comprendre que c'était un honneur pour elles de l'avoir comme amant, une routine à laquelle elles avaient fini par s'habituer. Et quelques lignes plus loin, vous décrivez un comportement de prédateur chez Jacques Chirac. Ça, Gérard Fauré, ce sont des accusations graves. Mais c'est la vérité. Alors Prédateur. je devrais me taire. Non, c'est la vérité. Non, mais c'est normal que je vous questionne. Oui, non, mais cet homme-là, prédateur d'un ancien président de la République, c'est vrai que moi j'ai lu ça, Ouais, le livre bah m'est oui. tombé des mains, je l'ai Mais repris cet homme-là après. qui présentait bien, c'était un bel homme, tout. C'était un sauvage au niveau du sexe. Je veux dire, les 2 filles, il les a connues au Racing Club de France. D'accord? Une travaillait dans la boutique, je la fournissais un peu en cocaïne, et elle en vendait un petit peu là-bas. Et une autre faisait le nettoyage. Ces 2 filles-là travaillaient au black. Chirac le savait, donc il les tenait. Il leur disait, ouais, moi je sais que vous n'êtes pas très net et tout. Alors voilà, faites un peu ce que je vous demande, sinon vous risquez... Et comme elles gagnaient beaucoup, elles avaient des pourboires énormes et tout, elles ne voulaient pas perdre leur place. Donc elles se pliaient aux désirs et aux besoins de M. Chirac. Philippe-Henri Honegger, ça vous choque?
Les frasques sexuelles des uns et des autres m'intéressent assez peu. En revanche, ce que je trouve très intéressant, maintenant vous êtes retiré, vous êtes à la retraite, mais c'est que ça illustre, vous voyez, ce rapport entre, on va dire, des personnalités ou des gens qu'on va dire toxicomanes, parce que quand on prend de la cocaïne, on est toxicomane, et leurs revendeurs, ça illustre assez quelque chose que moi je plaide régulièrement encore aujourd'hui, le 2 poids 2 mesures qu'on va faire entre le vendeur et le consommateur. Parce que la particularité de la cocaïne ou des stupéfiants en général, c'est que même si c'est un problème de santé publique, même si on est toxicomane, on a quand même le consommateur qui est le demandeur. Et au final, ce qui ressort de votre affaire, c'est que ce monsieur, il a fait des années et des années et des années de prison pour des gens qui eux-mêmes étaient consommateurs. Attendez, la consommation de produits stupéfiants en France, c'est puni par la loi, jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Et toutes les personnes dont on parle dans ce dossier, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc soit on considère que c'est véritablement des victimes et c'est pas puni, soit on considère qu'il y a une part partagé entre celui qui vend et celui qui achète. Et si, excusez-moi, j'en finis par là, on mettait plus souvent les consommateurs devant les tribunaux, en même temps que leurs revendeurs, on se rendrait compte de l'inégalité absolue qu'il y a entre les deux. Il y a des gens qui font de la prison. Vous savez, c'est pas votre cas, puis c'est une autre délinquance, mais moi je défends régulièrement des petits gamins 17, 18, 19 ans, qui vont vendre parce qu'on les appelle de la cocaïne, parce qu'ils sont suffisamment bêtes pour croire qu'il n'y a pas autre chose à faire dans la vie que gagner de l'argent, et qui se prennent des 1, 2, 3 ans, 4 ans de prison, alors que les gens qui leur achètent continuent à faire la fête, parce qu'on sait que la cocaïne, c'est une drogue festive. C'est pas... Voilà. J'entends parfaitement ce que vous dites, mais c'est pas pour ça que quelqu'un comme Gérard Fauré, encore une fois, le livre est passionnant, mais c'est normal qu'il ait été condamné quand même. Je dis pas ça. Parce que c'est la principale critique que j'ai, moi, par rapport à vous, par rapport au livre, c'est que finalement, vous ne regrettez qu'à la toute fin. À la toute fin. Vous n'avez pas l'air de regretter, sinon, Gérard Fauré. Non, pas du tout. Mais Pas du tout quoi? Pas du tout. Vous ne regrettez pas ou non, vous je regrettez? ne regrette rien. Mais- Attendez. Vous vous rendez compte pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça peut pas être un exemple de vie, Gérard Fauré. Ah ben oui, mais ça a été ma vie. Oui. Bon, j'en parle et puis maintenant je dis que ce que j'ai fait, c'était pas forcément bien. Si c'est à refaire, je ne le referai C'est même forcément mal. D'accord. Mais comme disait M. Honegger, on dit que normalement, dans le vol, par exemple, le receleur prend plus que le voleur. Vrai? Alors pourquoi le consommateur ne prendrait pas au moins autant que le vendeur? Parce que s'il n'y avait pas de consommateur, il n'y aurait pas de vendeur. Nous sommes d'accord. Maintenant, s'agissant de Chirac, il n'était pas tout seul. Il y avait Jacques Barrot avec lui. Dans mon livre, on met B. Ah oui, par là vous prudence. donnez le nom, il n'est pas dans le Je livre. le donne, bien sûr, je le donne. Mais Jacques Barrot, c'était un peu lui qui faisait les affaires. Et autre chose, Chirac, c'est pas aujourd'hui que j'en parle. Dans mon affaire, mes 2 lieutenants qui sont tombés, en particulier Elie Malka, dont le cousin était chauffeur de Chirac, dit aux policiers, si vous voulez me mettre en prison, vous mettez Chirac avec nous. Parce que Chirac nous prend 100 grammes par semaine. C'est énorme, 100 grammes à l'époque. Voilà, mais les policiers lui ont fait une tête au carré, il était méconnaissable. Il a porté plainte, la plainte n'a pas abouti, bien entendu, parce qu'encore une fois, c'était M. Chirac. Chirac m'a donné 2 chèques. Bon, ma juge d'instruction a pris ça avec des pincettes, elle m'a dit, écoutez, attention, si à la version que vous allez me donner sur ces chèques. Parce que, vous le savez vous-même, vous avez été membre du SAC, et le SAC, c'est pas quoi, mais c'est Chirac aussi. Donc vous savez ce que vous risquez. Je lui dis non mais madame, vous inquiétez pas. À l'époque, je ne voulais pas parler de tout ça. Je dis non, j'ai gagné au backgammon et il m'a payé par chèque, mais bon, il n'a pas honoré ses chèques. Voilà, c'est ça le problème. Mais comme disait... Pour ça vous lui en voulez? Ah ben bien sûr que je lui en veux, mais c'est pas que pour ça. C'est parce qu'il est intervenu auprès du procureur pour qu'il me donne la peine maximale. Et mon avocat, Maître Liénard, qui est aujourd'hui décédé, est venu me dire, écoutez monsieur, c'est pas la peine que je plaide votre cas. Votre affaire, elle est réglée. Vous allez prendre 10 ans, le maximum de la peine, parce que Chirac est intervenu. Vous avez fait combien de prison au total, Gérard 18 ans. 18 Mais ans. pas en une fois. Plusieurs fois. Cette fois-là, j'ai fait 5 ans et demi, voilà. Parce que Mitterrand nous a donné beaucoup de grâce. Mais il me dit, c'est donc pas la peine de plaider. Et dans ce même tribunal, le président, il nous interroge, tout ça, et après il nous demande si on a encore quelque chose à dire. Et encore mon lieutenant qui avait pris des coups, il a dit, Monsieur le Président, je ne vois pas Monsieur Chirac au banc des accusés. Ça, c'est dans les minutes de jugement que j'ai en ma possession. Donc si on veut me faire un procès, j'ai de quoi me défendre. Gérard Fauré, à lire votre livre, je sais que Philippe-Henri Honegger sera d'accord avec moi, on a quand même l'impression que
il faut pas fréquenter le milieu de la nuit. C'est pourri, il y a énormément de drogue, c'est extrêmement dangereux. Voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté de fréquenter le milieu de la nuit parce que c'est plus pour moi, quoi. Maintenant, c'est la pure nature. Je me lève, au lieu de me coucher à 7 heures du matin, je me lève à 7 heures du matin, même parfois à 6 heures, pour aller dans la nature. J'ai des cultures de tout, un peu de tout, des pommes pour faire honneur à M. Chirac, des belles pommes bio et d'autres produits et tout. Et je suis heureux comme ça. J'ai plus besoin de cocaïne, ni de drogue, ni de sortir, ni de femme. Je suis bien, j'ai une femme, je suis très bien avec elle et tout va. Parce que dans votre livre, on voit que la cocaïne rend littéralement Elle m'a fou. rongé. Ça vous a rongé, mais ça rend fou les gens. C'est-à-dire que à votre table, comme vous êtes réputé pour avoir la meilleure, je vous passe les détails à nos téléspectateurs, mais il y a des catégories de cocaïne. Vous avez la meilleure du monde, les stars américaines, les patrons de boîtes de nuit, toutes les filles qui dansent dans les cabarets, les actrices et acteurs français, les politiques, tout le monde vient parce que vous avez la meilleure drogue. Absolument, oui.